Bonjour et bienvenue dans FinTech Club. Je suis Guillaume Broutard, DG France Benelux de Verifone, leader mondial du paiement. Tous les mois, je reçois les entrepreneurs et dirigeants du monde FinTech en direct de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Aujourd'hui, nous recevons Andrea Toussino, directrice d'études chez Partelia Consulting et véritable experte sur le marché des paiements depuis plus de 15 ans. Nous allons parler du marché des paiements européens en 2024, ses actualités, tendances et perspectives, Instant Payment et Open Banking, DSP3, souveraineté européenne et de bien d'autres choses encore. FinTech Club, c'est parti. Bonjour Andrea. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans FinTech Club. Merci. Merci à toi d'être venu, d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. C'est avec grand plaisir que je te reçois aujourd'hui. Je te suis depuis pas mal d'années et tu es vraiment devenu une référence dans l'univers du paiement. Donc on a déjà pas mal échangé, on s'est rencontrés à plusieurs occasions et je sais que tu as plein de choses intéressantes à dire et je suis sûr que ça va être passionnant. Donc merci beaucoup d'être là. Je te propose de commencer par te présenter si tu veux bien. Bien sûr, merci d'une part pour l'invitation. Et donc d'autre part, concernant ma présentation, donc je m'appelle Andrea Toussino, je suis directrice études, prospectives et formation au sein du cabinet Partelia Consulting, un cabinet que j'ai rejoint en 2019. Donc au titre de ces fonctions, j'ai un périmètre essentiellement éditorial, donc production d'analyses, d'études, de livres blancs sur les actualités du marché des paiements. Donc à ce jour, j'ai publié 5 ouvrages sur l'écosystème. J'organise également des conférences et des formations sur l'écosystème des paiements français et européens et j'interviens régulièrement dans des événements de place à l'échelle nationale et internationale. Je participe aussi de façon occasionnelle à des groupes de travail sectoriels qui œuvrent sur différents sujets structurels comme par exemple l'open banking et l'open finance. Effectivement, on te voit très, très active sur les réseaux sociaux, très présente dans tous les événements liés à l'univers du paiement. Que ce soit d'ailleurs en France ou dans beaucoup d'autres pays européens. Tu as un parcours assez riche, assez dense, assez éclectique. Tu es passé par la Sorbonne, puis par Assas, l'IFP. Tu es passé par des études de langue, mais également des médias, géopolitiques, oui. Donc assez complexe également. Et ensuite, tu t'es orienté, dans un premier temps, vers une carrière de journaliste. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, justement, cette première étape entre ces études et cette première expérience donc, journalistique ? Qu'est-ce qui t'avait attiré là-dedans ? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir journaliste ? Bien sûr, oui. Alors, comme tu l'as mentionné, effectivement, j'ai un profil au niveau des études qui est essentiellement universitaire. Donc, j'ai commencé par un DUG et une licence de langue étrangère appliquée à la Sorbonne. J'ai enchaîné ensuite avec une nouvelle licence de sciences politiques et sociales, information communication à Assas. Et ensuite, un master, information et communication, avec une spécialisation sur la partie médias, société, mondialisation. J'ai également fait une première année de thèse de doctorat en géopolitique des médias que je n'ai pas achevé parce que j'ai commencé à travailler en fait au même moment et j'ai souhaité prioriser le professionnel par rapport à la recherche. Et en fait, j'ai démarré dans le journalisme spécialisé banque et moyens de paiement un petit peu par hasard. J'ai répondu à une opportunité qui m'a été proposée à l'époque par le rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Point Banque. Et en fait, il recherchait des journalistes justement avec ce profil très universitaire, très riche et surtout avec un volet sciences politiques, relations internationales, parce que déjà à l'époque, c'était en 2008, il pressentait qu'il y allait avoir des enjeux de souveraineté. On était aussi en pleine réflexion sur la migration CEPA, donc il avait senti qu'il allait avoir des besoins en termes analytiques, de connaissances et de compétences sur la partie relations internationales. Donc moi, quand j'ai démarré dans le journalisme banque et moyens de paiement, pour être tout à fait transparente, je ne connaissais pas du tout le secteur. Oui, il faut bien commencer quelque part. Exactement. Et donc, j'ai travaillé, pendant un an, j'ai beaucoup lu de que sais-je, d'ouvrages spécialisés pour vraiment me familiariser avec les enjeux de cet écosystème et aussi comprendre le jargon, parce que c'est vrai que quand on vient de l'extérieur, il y a beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup de termes, par exemple comme scheme, carte co-brandée, on en parlait beaucoup à l'époque, et c'est vrai que c'est pas aisé à comprendre pour le profane. Donc j'ai fait beaucoup de travail personnel pour en fait apprendre les enjeux de l'écosystème des paiements, et ça
ça m'a tellement passionnée que finalement, je suis restée 10 ans dans ce média, en sachant qu'il y a eu 2 directions, puisque l'entreprise, au bout de 5 ans, a été rachetée par un groupe. Donc, il y a eu 2 fonctionnements différents, mais au total, ça m'a fait 10 ans d'expérience dans ce journalisme spécialisé. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, j'ai réussi à avoir des connaissances sur le marché des paiements. Donc, j'ai gravi tous les échelons au fur et à mesure, donc de simple journaliste à rédactrice en chef, puis directrice des rédactions. Et au bout de 10 ans, j'ai souhaité me réorienter dans le domaine du conseil en conservant cette casquette éditoriale pour 2 raisons précises. La première était que je souhaitais approfondir mon expertise sur l'écosystème des paiements, et la seconde, je souhaitais travailler dans un environnement un peu plus international, parce que c'est vrai que dans le journalisme, il y a une spécialité qui est la loi de proximité. On a tendance à prioriser les informations nationales, et moi, compte tenu, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, de mon expérience au niveau des langues étrangères, des relations internationales, je voulais vraiment capitaliser sur ces compétences-là pour aller un petit peu plus loin et pouvoir analyser aussi les réalités du paiement dans d'autres géographies, non seulement en Europe, mais aussi sur un volet un peu plus international. Donc j'ai commencé dans le conseil par une année de transition. C'est ça ? Tout à fait, chez ADN&Co, donc qui m'a permis de faire une petite transition en douceur, entre guillemets. Et donc depuis janvier 2019 chez Partelia, avec un poste de directrice études, puisque c'était cohérent par rapport à ma casquette ancienne de journaliste, donc en sachant que je n'ai pas d'enjeu business en fait dans mon pôle. C'est vraiment un pôle éditorial, un pôle knowledge, contenu. Ouais, voilà. Tu restes sur le domaine de l'expertise. Exactement. Et non pas du business, tout en prenant du recul, comme tu l'expliquais, au niveau, en faisant un dézoom, n'étant pas spécialisé que sur la France, mais maintenant au niveau européen, et ce qui est venu vraiment enrichir aussi ta compréhension de l'univers des paiements, qui est certes complexe déjà en France, mais d'autant plus complexe dès qu'on passe une frontière, quelle qu'elle soit, parce que les cartes sont rebattues, les schemes locaux sont différents, le marché est différent, et donc les attentes sont différentes également. Oui. Ok, passionnant, et je vois que tu as eu aussi en parallèle d'autres vies. Tu as été co-autrice du PTech Book. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui a été réalisé lorsque j'ai démarré chez Partelia Consulting. De par mon réseau européen, j'ai été sollicitée par les auteurs de cet ouvrage pour contribuer à un chapitre sur l'instant payment. Parce qu'à côté de mes fonctions chez Partelia, c'est vrai que je ne l'ai pas encore précisé, j'ai des fonctions associatives avec des organisations européennes, donc notamment sur le sujet de la diversité, la place des femmes et la diversité sous toutes ses formes dans les paiements. Tu es ambassadrice européenne Women Payment Network. Tout à fait, ambassadrice France, magnifique. Oui, tout à fait, de cette organisation qui est basée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et puis, je collabore de façon occasionnelle avec les écosystèmes de péninsule ibérique, donc Portugal, Espagne, via les associations FinTech, donc AFIP Portugal et AIFI Espagne. Waouh, énorme. Tu es passée chez la FTE aussi. Oui, tout à fait. Bien. Oui, j'ai été formatrice sur la partie moyens de paiement à la FTE. Et tu fais aussi partie de l'advisory board de MPE à Berlin. Tout à fait. Salon Merchant Payments Ecosystem, donc collaboration qui a été initiée comme pour le PTech Book lorsque j'ai rejoint Partelia Consulting. Et donc tous les ans, je contribue au même titre que d'autres experts européens à la constitution du programme, à l'organisation des awards également. Donc c'est un travail qui est intéressant parce que ça permet de participer à l'organisation d'un événement qui est vraiment 100% pan-européen. Donc lors des échanges, ça permet de voir comment est-ce que les sujets qui mobilisent les réflexions en France sont perçus par d'autres géographies, notamment le UK, l'Allemagne, Benelux, parce que ces pays-là sont très représentés au MPE. Et c'est un travail intéressant aussi pour identifier les tendances dans ces pays-là, de quelle manière ça peut compléter ce qu'on observe dans l'Hexagone et en Europe du Sud. Donc c'est très riche. Oui, effectivement, très riche. J'imagine que ton emploi du temps est assez chargé avec toutes ces activités. Et donc chez Partelia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, déjà nous présenter un petit peu Partelia, quelle est sa mission, son scope, et préciser un petit peu plus ce que tu fais chez eux depuis quelques années. Oui, bien sûr. Alors, Partelia Consulting est un cabinet spécialisé dans les moyens de paiement qui a été créé en 2008. Donc, c'est vraiment un cabinet d'experts. On travaille avec des consultants qui ont vraiment une connaissance très fine de l'écosystème des paiements. Donc, au niveau de notre clientèle, on travaille avec tous les acteurs du marché. Donc, des banques, des schemes, des fintech également, des acteurs des titres restaurants dématérialisés et de plus en plus des retailers et des trésoriers d'entreprise
entreprises qui sont, comme tu le sais, de plus en plus partie prenante dans les réflexions liées à la stratégie paiement. En termes de collaborateurs, on a une centaine de collaborateurs, donc environ 60 consultants qui sont en mission. Et donc, en termes de typologie de mission, on intervient sur finalement tous les maillons de la chaîne de l'écosystème. Ça va d'un accompagnement technologique et fonctionnel à des volets un petit peu plus stratégiques et aussi sécurité, risque, conformité, puisqu'on a un pôle compliance qui est piloté par Valérie Roy, qu'on a créé il y a quelques années au sein du cabinet. D'accord. Et donc toi, chez Partelia, tu es directrice d'études. Oui. Et donc, tu travailles, comme tu l'expliquais, sur la rédaction de livres blancs, tu produis des écrits, des analyses sur les différentes tendances du marché et également très présente sur beaucoup d'événements, comme on en parlait. Oui. Et comment tu définirais ta mission chez Partelia? Donc, comment tu l'as fait évoluer au cours de ces 4-5 dernières années? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le pôle études n'existait pas avant mon arrivée chez Partelia Consulting. Donc c'est vrai que ça a été un vrai challenge et très enrichissant. Et je remercie encore la hiérarchie de Partelia Consulting pour cette opportunité, parce que c'est super intéressant d'arriver, de pouvoir créer un pôle et finalement d'être stimulé intellectuellement par ce qui se passe sur le marché. Donc en fait, très simplement, moi je définis mon pôle comme un pôle très éditorial, un pôle de contenu. Et ce qu'il faut savoir, en complément de ce que tu as évoqué, c'est que toutes les choses que je fais à l'extérieur, qui sont très visibles par le marché, sont également effectuées en interne auprès des consultants, parce que le défi, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que les consultants soient conscients des actualités du marché, parce qu'il faut savoir qu'ils sont en mission, ils sont souvent mobilisés sur des projets très spécifiques, donc ils n'ont pas la vision 360 degrés de ce qui se passe dans l'écosystème. Et donc tout ce qui est effectué en externe l'est également en interne, donc c'est-à-dire qu'en interne, j'organise beaucoup de workshops, que ce soit pour présenter des thématiques ou pour présenter des sociétés qui ont marqué l'actualité à nos consultants. Il y a également des formations internes qui sont délivrées lorsqu'il y a des gros sujets d'actualité, comme en ce moment la réglementation, on y reviendra. Donc en fait, ma définition du pôle études, c'est vraiment knowledge, le mot-clé qui ressort, connaissance, partage d'informations, partage de connaissances, à la fois en interne et en externe. Surtout que, comme on le disait tout à l'heure, le marché des paiements est très dynamique, il y a des nouvelles choses tous les jours, d'un point de vue technologique, business, réglementaire, donc c'est essentiel en fait d'avoir quelqu'un à l'intérieur de Partelia ou de tout cabinet de conseil ou même de tout univers proche du paiement, quelqu'un qui va accompagner l'expertise et la mettre à jour en permanence. Bien sûr. Et donc c'est effectivement ce que tu résumes très bien avec le terme knowledge. Un consultant, il a une mission, c'est très difficile de faire de la veille en permanence sur déjà ses sujets de prédilection, mais en plus sur d'autres sujets qu'il ne connaît pas forcément, mais qui vont potentiellement venir impacter son domaine d'expertise. Et donc toi, tu les accompagnes en plus d'accompagner le reste du marché et d'autres acteurs, d'autres partenaires potentiels. Tu accompagnes également les 60 consultants et tu leur permets d'être constamment au niveau en termes d'information, de compréhension, d'expertise pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout à fait. D'accord. Écoute, passionnant. Écoute, en tout cas, l'objectif de ce podcast, justement, je pense que maintenant on a bien compris ton parcours et ton niveau d'expertise, et donc ça va être passionnant. C'était en ce début d'année, faire un petit état des lieux du marché des paiements. Comprendre un petit peu quelles sont les tendances de fond ou récentes qui ont pu naître en 2023 et qui vont peut-être potentiellement prendre de l'ampleur en 2024, et donc quels seraient les grands rendez-vous de 2024. Donc je pense que tu es une des personnes les mieux placées pour rentrer un petit peu dans ces détails. Est-ce que tu pourrais faire un petit état des lieux justement du marché des paiements pour commencer cette analyse? Oui, bien sûr. Alors, je pense que je vais surtout souligner 3 tendances, je pense, qui marquent l'actualité 2024. Donc, la première tendance, je pense que ça ne va étonner personne, c'est l'actualité réglementaire qui est foisonnante. Alors, il y a plusieurs sujets dans la réglementation. Donc, le premier, c'est le sujet de l'instant payment, puisqu'on a vu que la Commission européenne avait proposé à l'automne 2022 une réglementation visant à accélérer le déploiement de ce moyen de paiement dans notre région.
Cette proposition de réglementation, elle a été validée le 7 novembre 2023 par le Conseil de l'Europe et le Parlement européen. Donc, les attendus de 2024 au niveau de la réglementation reposent beaucoup sur les effets opérationnels de cette législation, en sachant que cette législation, elle apporte plusieurs éléments qui vont contribuer à développer ce nouvel instrument. D'une part, le volet disponibilité, en instaurant le fait que toute entité financière proposant déjà un virement classique doivent également proposer son versant instantané. Il y a également la partie modèle économique, puisqu'on a vu au moment du lancement de l'instant payment qu'il y a des différences. Voilà. Pas forcément beaucoup d'harmonisation sur la partie modèle économique, à la fois entre les États européens et aussi dans certains pays spécifiquement comme la France, où on a vu qu'il y a des banques qui l'ont proposé gratuitement et d'autres de façon payante. Et en fait, ce que souhaite la Commission européenne, c'est que le virement instantané ne soit pas plus cher que la version classique. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est souhaité. On a vu déjà en France d'ailleurs que certaines banques, comme la Banque Postale, ont déjà misé sur la gratuité. Donc voilà, l'idée, c'est que ça ne soit pas plus cher que l'existant. Et après, il y a un autre volet qui est essentiel, c'est le volet sécuritaire, puisque l'idée, c'est d'instaurer la vérification systématique de la concordance entre IBAN et nom du bénéficiaire pour assurer justement la sécurisation maximum de ce moyen de paiement. Donc 2024, ça va être une année, je pense, importante pour voir un petit peu les effets de cette législation. Sachant que, excuse-moi de t'interrompre, mais donc l'instant payment, c'est un nouveau moyen de paiement SEPA qui a été lancé en 2016-2017. Tout à fait. Commercialisation, fin 2017. Oui. Donc en 6 ans, ça a quand même mis un certain temps à être compris, à être adopté et à être déployé. Aujourd'hui, c'est quand même encore un peu limité. Ça commence à monter en puissance. Oui. Il y a des acteurs qui se sont positionnés aussi, d'un point de vue technologique dessus, en proposant des solutions, des use cases qui faisaient du sens et qui étaient fluides, faciles à utiliser. Et donc tu penses que ces deux évolutions, donc à la fois sur le business model et sur la partie réglementaire, devrait permettre à l'instant payment d'ouvrir ses ailes en 2024. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, comme tu l'as dit très justement, c'est vrai qu'au niveau de l'instant payment, il n'y a pas eu forcément une harmonisation, si j'ose dire, au niveau de la maturité du marché européen, puisqu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de différences d'appréciation de cet instrument. Il faut rappeler quand même que l'instant payment, quand il a été créé, il ne répondait pas forcément à un besoin marché, c'était plutôt un moyen de paiement qui est né d'une volonté institutionnelle des instances européennes de créer un moyen de paiement qui soit instantané et aussi d'avoir un moyen de paiement qui soit 100% pan-européen, compte tenu de l'échec du projet Monnaie qui avait précédé donc ces travaux, projet qui était lié à la création d'un scheme carte européen. Donc en fait, l'instant payment, il est essentiellement né d'une volonté institutionnelle, et quand ça a été déployé, quand le scheme a été créé par le PC, c'est vrai que chaque pays a eu sa propre vision des choses. Donc il y a des pays qui ont été très proactifs sur ce sujet, comme les Pays-Bas, parce qu'il y avait déjà une maturité des consommateurs sur l'utilisation du virement. Donc en fait, ils ont perçu le passage au virement instantané comme une évolution naturelle. Et il y a des États qui ont été un petit peu plus progressifs sur ce sujet-là. C'est le cas de la France, parce qu'en France, on est un écosystème qui est essentiellement basé sur la carte. Et donc, ça a été compliqué de définir des cas d'usage qui puissent être en accord avec les ambitions de l'instant payment sans pour autant cannibaliser la carte de paiement. Donc, c'est vrai qu'au regard de ce constat, l'ambition de la Commission européenne, qui est de faire de l'instant payment le new normal, a dû finalement pousser l'accélération, parce que on a eu quand même une fragmentation au niveau des rythmes et des stratégies en Europe. Donc c'est vrai que l'une des grandes questions de 2024, ça va être de savoir est-ce que la réglementation de la Commission, elle va avoir des effets tangibles sur à la fois l'adoption de l'instant payment par des pays qui ont été un petit peu à reculons sur ce sujet-là, et aussi sur finalement le volet harmonisation. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus lisse, ou est-ce que les fragmentations européennes vont perdurer? C'est une grande question aussi. C'est vrai que c'est encore perçu à travers des use cases qui sont des use cases un peu de niche, comme un moyen de paiement qui pourrait devenir le new normal, comme tu disais, mais qui, pour l'instant, reste encore assez ciblé. Ça va être pour les particuliers. Quand on fait un virement, on a toujours l'option de choisir entre un virement instantané ou un virement normal. Effectivement, il y a quelques temps, c'était payant, donc personne ne le choisissait. Et puis même aujourd'hui, alors que c'est gratuit au même titre qu'un virement, peu de personnes le choisissent. En réalité, quelle est la valeur ajoutée pour un particulier de faire un virement instantané, en dehors d'être
dans une situation compliquée financière et devoir absolument faire un virement tout de suite, potentiellement pour un montant important également, parce que c'est un des avantages de l'instant payment, c'est aussi d'avoir un plafond beaucoup plus élevé que la carte ou potentiellement même que le chèque. Donc pour les particuliers, on a, je trouve, pas encore complètement trouvé le use case. Pour les professionnels dans l'univers du B2B, dans le retail, là, oui, on commence à vraiment percevoir un avantage avec justement les plafonds qui sont beaucoup plus élevés que carte ou chèque et qui, là, font vraiment du sens. Et puis, paiement instantané, donc, sans fraude. À partir du moment où on est sûr que la personne qui fait le paiement est bien la détentrice du compte. Mais donc voilà, zéro fraude, paiement instantané d'un point de vue trésorerie parfait et déplafonné. Donc voilà, on commence à avoir un vrai use case, un vrai avantage, mais de là à ce que ça devienne le new normal et que ça se déploie partout, que ça potentiellement remplace la carte, effectivement, on a encore un petit peu de temps, je pense. Pour la partie particulier, si je peux me permettre de rebondir par rapport à ce que tu as évoqué, il y a quand même des cas d'usage qui sont identifiés comme porteurs dans beaucoup d'États européens, c'est le P2P. Ouais. D'ailleurs, on voit que le projet European Payments Initiative, qui est une des applications, si j'ose dire, de l'instant payment au niveau européen, souhaite miser dans un premier temps sur le P2P, P2Pro. Ouais. Donc, c'est vrai que le P2P, on le voit dans beaucoup de pays, le fait de transférer de l'argent, par exemple, on va au restaurant et il y a une personne qui prend la note et on souhaite rembourser, voilà, on envoie un virement instantané à son ami. Ça fonctionne assez bien. Et après, il y a un autre cas d'usage qui mérite d'être cité, qui s'est pas mal développé dans certains pays d'Europe du Sud, notamment au Portugal. Alors, c'est pas forcément le cas en France, parce qu'en France, on est quand même assez appétant au prélèvement pour le paiement des grands facturiers, type fournisseurs d'électricité et autres. Mais dans certains États européens, il y a quand même une friction sur le prélèvement parce que c'est un paiement qui est subi par le consommateur. Oui. Et du coup, le virement instantané couplé à un request to pay peut être perçu comme une alternative justement pour proposer un parcours digitalisé de bout en bout et payer un fournisseur d'électricité plutôt que de passer par un prélèvement. Donc il y a aussi ce cas d'usage-là au niveau des particuliers qui fonctionne assez bien. Et après, c'est vrai que dans l'esprit des instances européennes, il y a aussi toute la partie commerce qui peut basculer naturellement en virement instantané. Et puis dans un dernier temps, c'est ce qui est souhaité par certains retailers, notamment c'est la possibilité d'opérer un instant payment dans le paiement de proximité. Mais là, je pense que ça va être un peu plus compliqué à mettre en œuvre, en tout cas un petit peu plus long, parce que c'est vrai qu'en paiement de proximité, il y a beaucoup d'États qui fonctionnent autour de la carte, comme la France. Donc ça va être difficile d'imposer un nouvel outil. Donc des avancées oui. Au niveau du business model, au niveau réglementaire, donc potentiellement qui devrait libérer un petit peu les chakras de l'instant payment dans l'année qui vient. Tout à fait. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres tendances au-delà de l'instant payment en cours ou à venir sur l'année ? Oui, tout à fait. Donc, si je reviens sur mon propos initial qui était l'actualité réglementaire, donc on a déjà parlé de la réglementation instant payment. Après, il y a d'autres sujets, à mon sens, qui vont marquer l'année 2024. C'est les propositions qui ont été effectuées par la Commission européenne le 28 juin 2023 en vue d'évoluer vers un nouveau chapitre législatif après la DSP2. Donc, on a vu que la DSP2, ces dernières années, elle a beaucoup suscité de réflexion et d'investissement du côté des acteurs du marché, notamment les institutions financières, sur plusieurs volets. Le volet sécuritaire avec la généralisation de l'authentification forte. Et on a vu que ça a porté ses fruits, puisque si je me réfère au dernier rapport de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, donc on voit que le passage à l'authentification forte a permis de réduire de 20% la fraude sur le paiement sur Internet, ce qui n'est pas négligeable. Et donc l'idée, en fait, dans cette volonté d'aller vers une DSP3 et d'autres textes législatifs, c'est certes, on a atteint un cap intéressant en termes de sécurité des paiements, mais on ne peut pas, entre guillemets, se reposer sur nos lauriers parce que la fraude évolue et on voit qu'il y a de nouvelles formes de fraude, notamment axées sur la manipulation des clients. Et en fait, la manipulation des clients, elle peut prendre différentes formes selon les États européens. C'est ça qui est aussi intéressant. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc, il est important d'avoir de nouveaux garde-fous en matière de sécurité pour assurer la protection des consommateurs.
Et toujours sur le volet dépassement de la DSP2, on a vu aussi qu'il y a eu beaucoup d'investissements sur la structuration du marché, notamment le volet open banking. Et là, l'idée de la future législation, ça va être finalement de corriger les aspects open banking qui n'ont pas forcément fonctionné. Donc le terme exact, c'est amélioration de l'open banking, en vue de préparer le prochain paradigme que sera l'open finance, qui est en fait l'application du concept d'ouverture à d'autres verticales du marché, non seulement le paiement qui est couvert par l'open banking, mais aussi, pourquoi pas, l'assurance, la banque d'investissement ou encore le crédit. En plus de ces projets qui sont liés à la future DSP3, on a également deux autres propositions qui méritent d'être citées. Donc la création d'un cadre juridique pour l'euro numérique. La Commission européenne insiste bien sur cette partie-là, qu'elle ne souhaite pas prendre la place, entre guillemets, de la Banque centrale européenne qui a la manœuvre sur ce sujet, mais vraiment de préparer le terrain au cas où la faisabilité soit avérée et que finalement la BCE souhaite concrétiser ce projet. Parce que pour l'instant, on en est encore dans une phase d'étude, donc on n'a pas encore de réponse sur la faisabilité de cet euro numérique. Et puis, autre volet qui n'est pas à négliger, c'est une proposition qui vise à créer un cadre juridique pour le partage des données, donc en vue de préparer le paradigme d'open finance avec toujours le respect du consentement du client. Donc, pas d'obligation pour le client de partager ses données, mais en revanche, la nécessité pour les banques d'opérer un partage vis-à-vis des autres acteurs et notamment les fintechs. C'est vrai qu'on dit souvent que les États-Unis innovent, que la Chine copie et que l'Europe réglemente. Oui. Je le dis souvent aussi parce que je trouve que c'est vraiment très vrai et ça s'applique vraiment parfaitement dans l'univers des paiements. Donc effectivement, tu as beaucoup parlé de réglementation. Tu le vois plus comme une contrainte marché ou comme une opportunité marché ? Je pense que la réglementation, en plus d'être à la fois une opportunité et d'une certaine manière une contrainte pour certains acteurs, c'est surtout quelque chose d'essentiel. Parce que c'est vrai qu'en Europe, certes, on a énormément de réglementation, mais dans ce que je viens de citer comme le passage à l'authentification forte, on voit que ça porte ses fruits. L'idée, c'est d'avoir un écosystème innovant qui repose à la fois sur la créativité, la concurrence, mais aussi sur la sécurité et la protection des consommateurs. Et il faut quand même rappeler que le paiement, c'est un écosystème qui fonctionne sur la base de la confiance. Et s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confiance, et la pérennité du secteur n'est pas forcément garantie. Donc je pense que la réglementation, elle est essentielle, et il ne faut pas oublier non plus que la réglementation, si on a une analyse un peu plus internationale, c'est aussi une valeur ajoutée de l'Europe, parce que par exemple, dans le cadre du règlement européen sur la protection des données personnelles, c'est déjà une garantie pour les consommateurs, qui sont très utilisateurs aujourd'hui, notamment pour les jeunes générations de plateformes qui sont issues d'autres géographies. On a la garantie de la protection des données, et on a vu que le RGPD, c'est un label au niveau de la sécurité des données en Europe, et c'est aussi quelque chose qui a servi de source d'inspiration à d'autres géographies pour légiférer sur le sujet. Donc pour moi, en fait, la réglementation en Europe, c'est une force, parce que c'est une valeur ajoutée du continent européen sur la partie transactionnelle. Après, c'est sûr que d'un point de vue très opérationnel, ça suppose des contraintes. On l'a vu quand on échange avec des banques, beaucoup d'investissements à fournir pour faire évoluer notamment les SI, faire évoluer les systèmes de scoring des risques et autres. Et c'est aussi une source d'opportunité. Par exemple, sur l'open banking, donc ça a été lancé par la réglementation, et on voit que ça a permis à des acteurs d'avoir une position intéressante sur le marché, de se développer. Donc ça peut être aussi une source d'opportunité à mes yeux. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on peut être très fier de ce côté précurseur en Europe sur toute la partie réglementaire. On est un peu les garde-fous alors éthiques lorsqu'il s'agit de la RGPD dont tu parlais juste à l'instant. C'est vrai que les données sont quand même, on le sait bien aujourd'hui, utilisées peut-être à outrance par certains grands groupes. On a été les premiers à mettre un stop, ou en tout cas un cadre. Et à protéger le consommateur. Donc c'est assez essentiel, et tu as raison, ça a fait des petits à l'international. Donc garde-fou d'un point de vue éthique, mais également d'un point de vue sécurité. La DSP2 et bientôt DSP3 est un très bon exemple. Beaucoup voyaient ça comme un frein potentiel au business, parce que plus contraignant. En réalité, pas tant que ça. Quand on regarde les dernières statistiques de croissance de l'e-commerce, on est toujours aux alentours de 15%, ça n'a pas baissé. Toute crise mise à part, parce que c'est vrai qu'on a traversé quelques crises aussi, et quelques hauts et quelques bas, mais
ça n'a pas freiné le business et au contraire, tu évoquais une baisse de 20% de la fraude sur l'e-commerce qui est assez extraordinaire. Donc je pense qu'on peut être assez fier de ce côté précurseur sur la partie réglementation et d'autant plus que, comme on en parlait à l'instant sur l'instant payment, quand la réglementation est suffisamment ouverte pour évoluer, pour faire en sorte que le business se déploie. D'autant plus. Donc, Tout à fait. Et ça, c'est vraiment un fil conducteur des instances européennes et c'est très visible quand on regarde l'historique des SP1, des SP2 et aussi les propositions relatives à la future DSP3. C'est qu'il y a toujours cette volonté en fait, d'opérer une évolution du marché selon un équilibre entre innovation et sécurité. Donc le volet innovation, il est quand même très présent. Avec par exemple l'open banking, ce qu'on a pu voir, la prise en compte de deux nouveaux statuts sous la DSP2, donc initiateur de paiement, agrégateur d'informations. Et il y a un autre avantage aussi qui est véhiculé par cette réglementation européenne, c'est la partie harmonisation. Parce qu'on en parlait un petit peu plus tôt, aujourd'hui en Europe, on a des ambitions d'avoir un écosystème qui repose essentiellement sur le volet européen, pan-européen par essence, mais on voit que dans les faits, moi qui suis amenée à échanger avec différents pays européens, on voit bien que les modèles locaux ne sont pas forcément les mêmes, les habitudes des consommateurs non plus, et les stratégies, les visions marché également. Et donc, l'un des avantages aussi de cette législation européenne, c'est d'apporter des éléments pour essayer d'harmoniser, autant que faire se peut, l'écosystème européen des paiements. Ce qui n'est pas simple. Exactement. Et donc, oui, on en parlait juste avant de commencer ce podcast, mais l'Europe a toujours un peu de mal à trouver une voie d'harmonisation et de convergence. Oui. Il y a des ambitions locales, il y a des projets au niveau européen également qui sont menés. Tu parlais d'EPI. Tout à fait. Alors, on peut commencer d'abord par les projets européens, EPI, Nexo également, et puis peut-être ensuite voir quelles sont à l'opposé des initiatives plutôt locales, régionales. Donc EPI, donc il y a eu déjà quelques évolutions au cours des dernières années. Il y avait un scope initial qui était plus large, qui incluait donc la carte. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce projet qui est assez passionnant donc? Oui, bien sûr. Alors, EPI, c'est un projet qui a été lancé il y a quelques années. C'était 2020 à l'origine, donc par plusieurs banques de 5 pays européens. Donc, il y avait notamment le Benelux, les pays du Benelux. Il y avait la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et la volonté, comme tu le disais, c'était vraiment d'avoir une infrastructure pan-européenne de paiement qui inclut à la fois le wallet, le P2P et aussi la carte. Donc ensuite, donc à cette période-là, il y a eu une structuration du projet avec notamment la création de la société EPI Compagnie. Et au fur et à mesure des échanges et des travaux, il y a eu un repositionnement de ce projet. Donc la carte a été exclue du dispositif et certains pays, dont l'Espagne, se sont retirés. Et en fait, l'Espagne a souhaité se retirer du projet parce que, comme tu le sais probablement, ils ont déjà une solution de paiement mobile qui fonctionne très bien, Bizum, 25 millions d'utilisateurs, et ils souhaitaient plutôt capitaliser leurs investissements sur le développement de cette plateforme. Donc, où en est EPI aujourd'hui? Donc, la solution a bien évolué. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de créer un wallet qui puisse proposer différents outils en matière de paiement. Et dans un premier temps, en 2024, donc le wallet qui sera baptisé Wero misera sur le P2P et P2Pro, qui est vraiment le cas d'usage qui est la priorité numéro 1 de EPI Compagnie. Donc, aujourd'hui, le projet repose essentiellement sur la France, l'Allemagne et les pays du Benelux, parce que comme tu as pu le voir dans l'actualité, il y a eu 2 acquisitions majeures, Payconiq et Ideal. Et donc du coup, on va voir en 2024, ce sera intéressant d'observer comment est-ce que ces premiers lancements sur la partie P2P vont être perçus par le marché. On va pouvoir prendre un petit peu la température, si j'ose dire, et voir si finalement ça va permettre à la fois d'irriguer d'autres typologies d'acteurs, parce que pour l'instant, c'est essentiellement un projet qui émane des banques. Il faudra aussi associer, à mon sens, d'autres typologies, type retailer, sans oublier les utilisateurs finaux, pour que ça fonctionne et que ce soit adopté par le marché. Et puis aussi les autres États européens, parce que pour l'instant, on est surtout sur un projet France, Allemagne, Benelux. À mon sens, quand on a l'ambition de faire un projet, une solution de paiement pan-européenne, il faut intégrer d'autres États. Donc après, à voir en fonction de l'évolution du projet, comment est-ce que ces différentes ouvertures vont s'orchestrer. Ce qu'il faut préciser aussi,
c'est que donc en décembre 2023, EPI a annoncé donc la réalisation des premières transactions basées donc sur l'instant payment entre la France et l'Allemagne. Donc l'entité à la manœuvre en France était notamment le groupe BPCE. Donc voilà, là on a vraiment lancé le point de départ, si j'ose dire, de la mise en application de cette solution. Donc 2024 va vraiment être une année importante pour EPI. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce qui est assez amusant d'ailleurs, au moment où EPI a annoncé la réalisation des premières transactions, on a eu une autre annonce, cette fois émanant d'Europe du Sud. C'est donc une annonce qui a été faite par Bizum donc en Espagne, Bancomat en Italie et Sips au Portugal sur un projet similaire. Donc en fait l'annonce porte sur une lettre d'intention qui matérialise le fait que ces trois acteurs du marché d'Europe du Sud souhaitent travailler sur l'interopérabilité de leurs solutions de paiement mobile. Donc l'idée, par exemple, c'est qu'un utilisateur de Bizum puisse effectuer des virements instantanés avec un ami basé en Italie ou au Portugal. Et ça, ce sera le point de départ. Et donc l'idée, en fait, de cette solution, c'est d'abord de miser sur le P2P, comme pour EPI, pour ensuite aller un petit peu plus loin sur l'interopérabilité des solutions de paiement mobile. Il faut savoir que ces solutions-là, elles fonctionnent très bien à l'échelle locale. Donc j'ai parlé de Bizum, 25 millions d'utilisateurs. Oui, c'est pas neutre. MBWay, 5 millions d'utilisateurs au Portugal, en sachant que le Portugal, c'est 10 millions d'habitants. Donc, ça veut dire qu'un Portugais sur deux utilise la solution. Et donc, c'est quand même une force de frappe assez intéressante. Et quand on travaille, on échange avec les acteurs de ces pays-là, on sait que l'interopérabilité entre Bizum et MBWay, elle est étudiée depuis longtemps en péninsule ibérique parce qu'il y a une demande des consommateurs. MBWay et Bizum étant utilisables pour l'instant uniquement à l'échelle nationale, comme ce sont deux pays frontaliers, il y a beaucoup de Portugais qui vont en vacances en Espagne et vice-versa et qui ambitionnent d'utiliser leur solution de paiement mobile dans des contextes un petit peu plus cross-border. Donc on va voir en 2024 comment est-ce que cette solution ou ce projet va évoluer. Et là, il y a une grande question en fait qui mérite d'être posée, c'est quid de la relation entre ce projet d'Europe du Sud et EPI. Absolument. Est-ce qu'à terme, on va avoir une concurrence ou à contrario une convergence ? Je pense que la question est ouverte pour l'instant. Donc il faudra voir comment est-ce que ça va évoluer et comment est-ce que les différentes parties prenantes souhaitent opérer ce sujet. En tout cas, le point commun entre ces deux projets, c'est quand même la volonté d'une alliance régionale. Alors, le projet EPI, c'est plutôt global, au niveau européen. Le projet Europe du Sud, donc entre trois pays, Portugal, Espagne, Italie. Mais il y a cette volonté quand même de connecter un peu les différents pays, différentes régions, pour avoir une solution commune, cohérente, efficace, et donc qui simplifie la vie du consommateur et de tous les acteurs du marché. Tout à fait. Donc s'il y a la même volonté, voilà, il y a une prise de conscience, la même volonté, la même dynamique, donc on peut espérer que ça converge effectivement à un moment ou un autre. Oui, tout à fait, puisque je pense que ce serait la meilleure solution, parce que là, l'idée, c'est d'avoir une souveraineté européenne dans le domaine des paiements, et si on veut avoir un réel projet européen en matière de paiement, on ne peut pas avoir plusieurs solutions régionales qui cohabitent en Europe. L'idée, c'est d'avoir une solution qui soit 100% pan-européenne. D'autant plus que, comme tu l'as mentionné, il n'y a pas que ces pays-là qui sont sur des interopérabilités régionales. On peut citer les Nordiques, les pays d'Europe du Nord qui sont très en avance sur ces sujets-là, avec notamment P27, BankID. Historiquement, ils sont très alignés sur l'interopérabilité régionale. Donc, à voir aussi comment est-ce que les projets EPI et maintenant le projet d'Europe du Sud vont converger avec cette proposition des Nordiques qui font aussi partie de l'Europe et qui sont également pertinents sur la partie transactionnelle et finance innovante. Donc là, on est sur les solutions de paiement locales, régionales ou globales, plutôt sur le wallet, l'instant payment côté pays, plutôt sur la mobilité sur l'Europe du Sud. Oui. Mais donc il y a un autre projet dont on a souvent beaucoup parlé également tous les deux, qui a cette même vision ou ambition de créer une solution commune, non pas sur la solution de paiement à proprement parler, mais plus sur le protocole de paiement, donc qui est Nexo, qui existe depuis quelques années, là, un peu plus longtemps que ces deux projets.
Quelle est ta vision du projet Nexo ? Je pense que Nexo, c'est vraiment un projet intéressant. En fait, moi, j'ai suivi ce projet dès le départ. En fait, quand j'étais journaliste, je me souviens, ça s'appelait EPAS.org et c'était piloté par William Van Obergen. Donc, j'ai bien en tête l'historique de Nexo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Nexo a été quand même assez précurseur sur ces sujets d'interopérabilité cross-border, voire de souveraineté, parce que au démarrage, c'est vrai que Nexo reposait beaucoup sur l'ADN européen. Et c'est vrai que c'était à une époque où, c'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais historiquement, la souveraineté, c'était surtout un sujet politique, très théorique. Et là, on voit qu'il y a une prise de conscience opérationnelle, on en a parlé tout à l'heure, mais cette prise de conscience opérationnelle, elle est très récente, parce que c'est vrai que la souveraineté, au départ, il y a 10-15 ans, on en parlait surtout sous un volet très institutionnel et politique. Donc Nexo a cette valeur ajoutée qui est son historique, en fait, sur ces sujets cross-border. Et là, on voit qu'aujourd'hui, Nexo souhaite se développer, donc à la fois d'un point de vue géographique en prenant en compte les enjeux internationaux. Donc on a vu notamment des alliances avec certaines solutions basées en Afrique. On a vu aussi des travaux avec la Banque des Jardins au Canada. Donc la volonté, c'est vraiment d'aller dans un angle international et aussi de prendre en compte différents moyens de paiement et pas uniquement la carte, avec des projets de veille stratégique sur les solutions de paiement mobile et autres. Donc je pense que Nexo est un projet intéressant. Après, effectivement, ce qu'il faut travailler aujourd'hui, à mon sens, c'est peut-être la notoriété de Nexo au-delà des frontières françaises et européennes, et aussi peut-être travailler sur le volet vulgarisation, parce que c'est vrai que Nexo repose essentiellement sur des protocoles techniques, et ce n'est pas forcément accessible à tous les professionnels du marché. Mais en tout cas, je pense que Nexo est dans une bonne voie en termes de développement, d'ouverture, et que c'est un acteur qui est tout à fait légitime pour œuvrer dans ce domaine-là, compte tenu de son historique et de son positionnement. D'ailleurs, Partelia Consulting est membre de Nexo, donc on contribue aux travaux, notamment sur la partie visibilité européenne et internationale sur ce sujet. Donc c'est vraiment un projet intéressant. Oui, d'autant plus que la valeur ajoutée est assez évidente rapidement, d'avoir un protocole unique, surtout comme on vient de l'évoquer, dans des zones, dans des régions comme l'Europe, où on va avoir des schemes locaux différents dans chaque pays, on va avoir des complexités, des réglementations. Donc un protocole unique, mondial potentiellement, je crois que le meilleur cas d'usage, c'est Subway. Qui est passé sur Nexo il y a quelques temps, et d'ailleurs c'est public, c'est sur le site de Nexo, qui explique la valeur ajoutée et la simplification incroyable que ça lui a permis d'avoir, et les économies associées d'ailleurs de réduction de coûts de développement et de testing que ça a généré, qui sont des économies considérables. Donc il y a une vraie simplification, une vraie harmonisation, on reprend le terme clé de tout à l'heure, et des économies à clic qui sont assez considérables. Donc oui, il y a une vraie volonté d'évangéliser un petit peu le projet au-delà de l'Europe, où ça commence à prendre un petit peu, mais effectivement, je sais qu'ils ont des volontés d'avoir un peu plus de présence aux États-Unis notamment. Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est un projet qui existe depuis quelques années, mais qui commence à prendre un peu comme l'Instant Payment, oui, qui exactement. a peut-être une année 2024 intéressante devant eux. Et alors, tu as évoqué un mot important aussi, le mot souveraineté. Ça aussi, c'est un mot assez tendance en Europe, en France. Alors, souveraineté européenne, souveraineté nationale. On en parle beaucoup sur la technologie, bien sûr. On a beaucoup entendu parler sur les data centers, sur le cloud, sur beaucoup de solutions technologiques comme ça. Donc, tu l'as évoqué à travers l'euro numérique. Comment tu vois l'arrivée de l'euro numérique ? Alors l'euro numérique, je pense que d'abord c'est important de resituer un petit peu ce projet. Alors déjà, ce n'est pas un projet qui émane des acteurs du terrain, c'est un projet institutionnel qui est piloté par la Banque Centrale Européenne. Et en fait, l'idée de ce projet, c'est d'avoir une proposition régulée dans un contexte de digitalisation des transactions et aussi d'apparition de nouvelles solutions qui sont par essence, entre guillemets, libertaires. Je pense par exemple à Bitcoin ou encore au projet de Facebook Meta
Visa de lancer sa propre crypto-monnaie. Donc par rapport à la recrudescence de ce type de proposition, la Banque centrale européenne s'est positionnée sur une monnaie digitale de banque centrale, donc en l'occurrence l'euro numérique. Mais il faut aussi savoir que la BCE n'est pas la seule banque centrale à œuvrer sur ce sujet, puisque la Central Bank Digital Currency, si je cite l'acronyme anglais, est travaillée à une échelle internationale. Donc il y a plusieurs régions du monde qui œuvrent dans ce domaine. En Afrique notamment, il y a un pays comme le Nigeria qui travaille beaucoup sur ce sujet-là. En Amérique latine, le Brésil, via la Banque centrale brésilienne, a également lancé un groupe de travail en septembre 2020. Donc ça remonte un petit peu sur une CBDC nationale qui permettrait de favoriser notamment l'inclusion financière et l'inclusion numérique. Donc finalement, le pendant européen, si j'ose dire, de la CBDC, c'est le projet d'euro numérique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le volet coopération internationale est également travaillé par les différentes banques centrales, puisque la Banque des règlements internationaux pilote plusieurs projets depuis quelques années pour travailler justement sur l'amélioration des transactions transfrontières via les Central Bank Digital Currencies. Donc après, pour en revenir à l'euro numérique, donc l'euro numérique, finalement, c'est un projet institutionnel. Donc l'idée, c'est de proposer finalement un euro qui soit 100% digitalisé. Donc pour l'instant, en fait, on n'a pas vraiment d'informations sur la faisabilité ou pas du projet. Il y a eu une phase d'étude qui a été assez longue avec la publication de différents rapports sur ce sujet. Un peu plus récemment, on est passé à une phase d'expérimentation. Donc il y a plusieurs acteurs qui ont contribué à ces réflexions et à ces expérimentations, comme par exemple EPI, Worldline ou encore Amazon. Donc après, l'idée, ça va être de voir. Alors, je pense que 2024, c'est une date un peu ambitieuse pour savoir si ce sera faisable ou pas, parce que si je me réfère aux propos de la Banque de France, la réponse sur la faisabilité, ce serait plus à horizon 2026-2027. Mais voilà, l'idée, c'est d'apporter vraiment une réponse régulée à ce qui se passe aujourd'hui en termes de crypto-monnaies type Bitcoin et autres. Et à mon sens, c'est vraiment un sujet qui a différencié de ce qu'on a pu évoquer avant, comme EPI ou encore les projets d'Europe du Sud, qui sont vraiment des projets qui émanent du marché. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus prospectif, d'un petit peu plus structurel, parce qu'il y a aussi des enjeux de stabilité financière, de stabilité monétaire, en sachant que dans le projet euro numérique, il y a deux sujets. Il y a la Central Bank Digital Currency de retail, donc qui est l'euro numérique, mais il y a aussi la CBDC de gros, donc qui serait plus axée sur finalement tout ce qui est interne aux régulateurs, notamment à la Banque centrale européenne. Donc c'est vraiment, à mon sens, un sujet institutionnel. Voilà. Donc on saura en fait à horizon 2026-2027 si le projet sera concrétisé ou pas. Pour l'instant, les travaux évoluent. Comme sur beaucoup de sujets qui sont liés à l'Europe des paiements, on n'a pas forcément la même vision selon l'État où on est sur ce projet d'euro numérique. Je sais par exemple qu'en Italie, l'association bancaire italienne est assez proactive sur le projet d'euro numérique, parce que pour eux, c'est à la fois une innovation en soi, mais aussi une façon d'apporter un cas d'usage intéressant à la blockchain, puisqu'il y a eu beaucoup de travaux sur la blockchain qui a été réalisé par l'association bancaire italienne et des acteurs techniques à l'image d'IBM et autres dans ce pays. Et d'autres États sont peut-être un petit peu plus dans l'interrogation, à l'image de la France, où on a certes une contribution effective de la Banque de France, mais beaucoup d'acteurs des paiements, notamment émanant des banques, qui s'interrogent sur la pertinence et l'utilité finalement de cette innovation. Mais en tout cas, c'est une innovation qui mérite d'être citée, et ça peut aussi amener un asset supplémentaire aux réflexions sur la souveraineté. Donc ça, ce n'est pas négligé, parce que si toutes les régions du monde œuvrent sur la CBDC, à mon sens, il est normal que l'Europe aussi ait un positionnement sur ce sujet-là pour exister au niveau international. On a vu déjà une évolution dans le monde de la crypto, des cryptocurrencies comme Bitcoin, complètement libre, effectivement, de toute contrainte, vers un modèle plus dit stablecoin, comme le USDC ou même le EURDC, qui du coup ne sont plus du tout sur de la spéculation, mais qui sont stables, complètement rattachés à la valeur de l'euro ou du dollar. Qui est donc un peu antinomique par rapport à l'utilisation originelle de la crypto Bitcoin ou Ethereum, mais qui justement a créé une nouvelle dynamique, une nouvelle utilisation de ces monnaies digitales. Et donc on sent bien la dernière évolution
qui sera la traduction parfaite de l'euro ou de l'US dollar en numérique, sans plus aucun rattachement à tout ce qui est dit crypto-monnaie, mais qui viendra malgré tout potentiellement s'engouffrer dans l'univers blockchain. Et c'est vrai qu'on voit bien l'évolution naturelle vers ce modèle et l'avantage que ça peut créer sur le marché ou les nouveaux use cases que ça va mettre en place, quoi. Tout à fait. Et alors sur la partie souveraineté, donc on parlait de souveraineté donc là, globale, européenne, régionale, il y a aussi un vrai sujet national dans plusieurs pays, alors, en l'occurrence en France avec carte bancaire. Tout à fait. En tant que scheme local par rapport au scheme donc Visa Mastercard. Là aussi, c'est une relation un petit peu passionnelle. Quelles sont les dernières évolutions justement de ce sujet d'après toi ? Alors oui, effectivement, carte bancaire est vraiment un acteur important sur l'écosystème des paiements français. Et effectivement, on voit que en France, on aborde le sujet de la souveraineté sous deux angles, comme tu l'as mentionné, la souveraineté européenne qui est très présente à la fois côté institutionnel et acteur du marché, que ce soit banque ou même acteur de la demande type retailer ou trésorier d'entreprise. Et finalement, la souveraineté nationale qui est un peu plus portée par l'interbancarité française, représentée par carte bancaire, qui finalement vise à capitaliser sur les acquis de cette structure pour proposer finalement une solution intéressante concurrente à ce que proposent les acteurs qui émanent d'autres géographies, notamment États-Unis, à l'image par exemple de Visa, Mastercard et de ce qui est prévu aussi au niveau des GAFAM. Alors je pense que la souveraineté nationale, elle est tout aussi importante en fait que la souveraineté européenne, notamment sur des volets opérationnels, parce qu'on voit bien quand on se penche sur les réalités de l'écosystème des paiements français que carte bancaire a une vraie valeur ajoutée sur le marché, sur différents aspects. Tout d'abord, les aspects sécuritaires. On a entendu parler il y a quelque temps d'une faille technique sur les cartes. Je ne sais plus si c'était Visa ou Mastercard, mais en tout cas, les cartes émises en France avaient été protégées grâce à carte bancaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner. La partie sécurité, il y a quand même une garantie qui est apportée par CB. Il y a aussi le volet modèle économique, notamment pour la partie marchand. On sait aujourd'hui que les commissions qui sont réalisées par Visa, Mastercard sont perçues comme très onéreuses par cette typologie d'acteurs, alors même que CB est quand même plus accessible, on va dire. Oui. Donc c'est quand même quelque chose à souligner. Et il ne faut pas oublier que, comme ce que je disais précédemment, sur le RGPD comme label au niveau européen, carte bancaire, c'est aussi un label au niveau français en termes de visibilité, de notoriété et de travail qui a été acquis depuis les années 80 par les professionnels de l'écosystème des paiements français. Donc c'est aussi une valeur ajoutée et d'ailleurs carte bancaire est très connue au niveau européen. Quand on va dans d'autres pays, on cite souvent carte bancaire comme un référent au niveau des cartes de paiement en France. Donc c'est vraiment ce label-là aussi qu'il faut avoir en tête. Mais c'est vrai que les chiffres sont souvent communiqués par carte bancaire. Alors, sans dire de bêtises, je crois qu'on est quand même sur un ordre assez important. Je crois que c'est 2-3 fois moins de fraude et 5-6 fois moins cher. Donc c'est quand même assez considérable. Oui. Donc carte bancaire est un acteur majeur, mais quand on voit cette magnitude, on pourrait quand même penser que ça pourrait prendre une place stratégique beaucoup plus importante aujourd'hui chez certains retailers. Et donc, comment ça se fait que ce ne soit pas plus adopté par rapport à justement Visa Mastercard qui reste ultra présent et puissant justement en France notamment? Alors, moi je dirais là-dessus que c'est vrai que en termes de communication, déjà on voit que carte bancaire est plus dans une communication B2B2C, alors même que des acteurs comme Visa, beaucoup plus d'ailleurs que Mastercard en France, sont plus dans une communication B2C, notamment via le fait de s'adosser à différents événements d'envergure. Je pense aux Jeux Olympiques à venir. Tout à fait, voilà. Voilà. L'exemple que j'avais en tête aussi. Exactement. Donc ils sont peut-être plus présents en fait dans l'esprit des utilisateurs finaux
finaux qu'un CB où en fait on ne sait pas forcément, enfin on le voit aujourd'hui, que ce soit dans les médias, dans les films. Moi souvent je suis amusée quand je vois carte bleue, alors que c'est une marque qui n'existe plus, et que les gens confondent souvent carte bleue, carte bancaire. On le voit, c'est très répandu, même parfois dans les journaux télévisés. Donc je pense qu'il y a ce côté-là qui a travaillé, mais il faut quand même avoir en tête que là je pense qu'on arrive dans une phase intéressante parce que Carte Bancaire a lancé un nouveau plan stratégique qui s'appelle Dynamique 2026, qui vise justement à travailler aussi bien sur les aspects business que les aspects faire savoir, pour citer une expression qui a été partagée par Philippe Lelany lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté en début de semaine. Et donc ça va vraiment évoluer, je pense, dans le bon sens pour Carte Bancaire, parce que Carte Bancaire souhaite désormais capitaliser non seulement sur son savoir-faire qui est tout à fait légitime, existant et historique, mais aussi sur l'aspect communication et l'aspect business, de façon à étendre sa position en France. C'est vrai que Philippe a une vision très claire et il est animé par cette mission, et oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses intéressantes aussi qui vont se passer dans les mois et années à venir. D'accord, et bien écoute, dernier point aussi que je souhaitais aborder avec toi, c'est on a connu pas mal de crises au niveau européen, mondial, depuis quelques années. On peut en citer quelques-unes, bien sûr le Covid, les guerres maintenant, l'inflation, la crise énergétique, j'en passe. Mais c'est vrai qu'à travers ces différentes crises successives et parfois simultanées, certains usages évoluent. Comment tu vois ça ? Quel type de nouveaux usages ou évolutions tu vois se dessiner sur l'univers des paiements ? Alors les paiements, donc si on recontextualise par rapport à ce que tu viens de dire, donc le contexte de crise économique, crise géopolitique, on voit que ça peut susciter des opportunités, notamment le développement de certains marchés de niche. Je pense par exemple au BNPL, donc le Buy Now Pay Later, qui se développe beaucoup en Europe. Donc on a beaucoup d'acteurs référents en France sur ce sujet-là. Je pense par exemple à Floa ou encore à Honey, qui sont très bien positionnés dans ce domaine. Et je pense que là, on va forcément évoluer vers un développement de l'utilisation de facilités de paiement ou paiement fractionné ou différé sur l'univers transactionnel. On voit également que les institutions ne sont pas passives par rapport à ce sujet, puisqu'il y a eu une évolution de la directive Crédit Conso visant à intégrer ces nouvelles facilités de paiement et à protéger un peu plus le consommateur. Il y a eu également un rapport de la CPR qui a été présenté il y a quelques années, donc qui a fait état de certains manquements à corriger du côté des acteurs qui fournissent ce type de solutions de paiement, notamment sur la partie clarification pour que le client ait bien conscience que c'est une forme de crédit. Et également la partie pénalité qui est à clarifier, donc en cas de retard de paiement notamment, et aussi toute la partie contrat pour que les choses soient vraiment claires du point de vue du consommateur. Mais le point principal, c'est vraiment l'information, de façon à ce que le client qui souscrit une facilité de paiement soit bien conscient que c'est une forme d'engagement avec des prestations à honorer. Donc je pense que le BNPL va se développer. On voit qu'il y a déjà beaucoup de pays qui sont utilisateurs du BNPL, notamment péninsule ibérique, Portugal, Espagne. Ils sont très friands de paiements fractionnés parce que les revenus sont beaucoup moins élevés que dans un pays comme la France. Donc pour accéder à certains biens type ordinateur portable ou autre, ils sont obligés de payer en plusieurs fois. Et puis en France, ça se développe de plus en plus. On voit qu'il y a beaucoup d'enseignes qui mettent en place une proposition de paiement fractionné. Donc ça, c'est un premier point. Et je pense le deuxième point à évoquer, si on recontextualise le paiement dans un contexte de crise, c'est aussi finalement la place des espèces. Ça, on l'a vu énormément dans l'actualité. Beaucoup de consommateurs, du coup, ont tendance à privilégier, à revenir, entre guillemets, aux espèces pour pouvoir mieux gérer leurs dépenses. Et on voit aussi, d'un point de vue un petit peu plus institutionnel, marché, que certains États européens reviennent sur leur décision du tout numérique pour accorder une place aux espèces dans un contexte de crise et dans un contexte où les consommateurs, même s'ils sont appétents à l'égard du paiement électronique, ils ne veulent pas pour autant abandonner totalement les espèces. Ça, on le voit dans le rapport SPACE de la Banque Centrale Européenne. Certes, le paiement électronique est de plus en plus présent, notamment dans la phase post-Covid, mais le fait d'avoir des espèces sur soi et de pouvoir accéder à tout moment à des espèces, c'est considéré comme un gage de liberté et un gage de choix pour beaucoup de consommateurs
consommateurs européens. Donc si je peux te citer quelques illustrations précises, donc au Luxembourg par exemple, qui est un pays qui a une forte maturité en termes d'usages digitaux, il y a eu une pétition qui a circulé pour l'inscription de l'accès aux espèces dans la Constitution. Et la Suède, qui est souvent perçue comme un pays très digitalisé, no cash, est revenue sur sa décision et il y a eu plusieurs polémiques dans cet État pour justement le maintien de l'accès aux espèces. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Et même si c'est présent dans un contexte entre guillemets classique, je pense que dans un contexte de crise, c'est d'autant plus important. Parce que pour beaucoup de consommateurs, le fait de payer en espèces, c'est une façon de mieux gérer ses dépenses par rapport à un paiement électronique où on n'a pas forcément la vision, notamment avec le sans contact, où on paye, à la fin de la journée, on ne se rend pas compte. Avec des espèces, on est plus en mesure de contrôler son argent. Et on a pu voir même dans les réseaux sociaux certaines personnes qui partagent des best practices sur le portefeuille d'espèces où finalement on retire de l'argent, comme ça on sait exactement ce qu'on va dépenser dans la journée. Donc ça, c'est aussi présent. Et il ne faut pas oublier non plus que les espèces, c'est un facteur d'inclusion. Parce que, comme je l'ai mentionné dans mon dernier livre blanc qui porte sur le thème paiement et inclusion numérique, aujourd'hui, il y a des segments de consommateurs qui ne sont pas en mesure d'utiliser le paiement digital pour différentes raisons. Ça peut être des raisons liées à l'aspect générationnel, ça peut être des raisons liées à l'économie, les populations précaires notamment, ou des raisons géographiques. Dans certains pays européens, il y a encore des zones qui sont pas forcément accessibles aux paiements digitalisés. Et du coup, les espèces, c'est un moyen de paiement qui peut convenir à tous, que tout le monde peut utiliser. Donc, il y a ce côté espèces comme facteur d'inclusion. Et c'est d'ailleurs pourquoi le Comité national des moyens de paiement français a récemment intégré le comité de pilotage de la filière fiduciaire de façon à avoir une vision holistique des moyens de paiement. Et l'une des priorités de ce Comité national des moyens de paiement, c'est le maintien d'une filière fiduciaire solide. Donc voilà. Certes, le paiement électronique va se développer, mais il faut quand même avoir en tête que les espèces restent un élément à avoir sur le marché. Absolument. Non, mais écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette overview assez incroyable et passionnante donc, de l'univers du marché des paiements au niveau européen. Je pense qu'on a bien noté quelques tendances fortes autour de l'instant payment, de l'open banking, de la DSP3, les réglementations et les opportunités qu'elles peuvent apporter, les différents sujets de convergence, en tout cas on l'espère au niveau national, régional et européen, et les évolutions entre souveraineté et les évolutions d'usage, tu en parlais à l'instant, entre crise, pouvoir d'achat et donc besoin de contrôle des dépenses. Et donc soit nouveaux usages comme le BNPL, soit retour d'anciens usages. En tout cas, vraiment, Andrea, ça a été un plaisir. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Et écoute, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup Guillaume, plaisir partagé. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Merci à toi et à très bientôt. Bonne journée. Merci, ciao.